Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Synopsis, ce magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision. Au menu, la question des élites intellectuelles. Une élite est un postulat plutôt pour diriger toute société humaine vers le progrès. L'élite doit avant tout être consciente d'elle-même et de son rôle historique. Par rapport à tout l'ensemble de la société, elle doit être plus consciente, c'est-à-dire elle doit avoir de la société une vie globale ou une certaine vision impliquant d'elle des idées et des actes dynamiques sur ce qui touche à la société et à la vie en groupe. Mais la question de l'élite intellectuelle véritable pour notre pays, la République démocratique du Congo, pose d'énormes problèmes. Qui est élite? Qui ne l'est pas? Quelles sont les qualités qu'on peut conférer à une élite? Est-ce qu'un diplômé d'université est-il une élite? Voilà autant de questions que notre invité va tenter de répondre au cours de cette émission Synopsis. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba Yamba. Il est président de la nouvelle vision panafricaine. Bonsoir M. Norbert Yamba Yamba. Bonsoir, merci pour l'invitation. M. Yamba Yamba, d'entrée de jeu, la question de l'élite intellectuelle en République démocratique du Congo, comment voyez-vous ça? Ah, la question de l'élite. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le populisme, ce qu'on appelle généralement les pseudo-intellectuels. Des hommes qui, au regard de ce qu'ils représentent en termes d'étiquette dans la société, se disent intellectuels, mieux des élites, et pourtant, ils n'apportent aucune solution dans la société. C'est comme ça que vous voyez la société, la pauvreté a élu domicile. C'est pourquoi que vous voyez les choses ne marchent pas. Parce qu'effectivement, il est constaté dans une littérature très abondante que l'élite a échoué. Il y en a même ceux qui se posent des questions pour dire est-ce qu'il y a véritablement des élites? Est-ce qu'il y a des hommes remarquables? Est-ce qu'il y a des hommes meilleurs? Est-ce qu'il y a des hommes exceptionnels? Est-ce qu'il y a des hommes qui voyagent dans les temps, qui regardent 50 ans, 100 ans, et qui reviennent et qui nous cherchent des solutions et qui nous embarquent dans une direction donnée? En tout cas, toutes ces questions, on a constaté que nous avons plutôt des instruits, des hommes et des femmes qui ont des diplômes d'université, mais qui ne sont pas véritablement des élites, parce qu'ils ne sont pas exceptionnels. Être exceptionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la capacité de savoir ce que demain sera et de proposer des solutions par rapport à ça, pour permettre à la société d'aujourd'hui véritablement de s'adapter, de s'accommoder par rapport au sens de direction que nous prenons demain. Mais M. Yamba Yamba, la débâcle congolaise met en scène aujourd'hui un peuple en voie de développement, mais qui lui manque plutôt une élite pour lui tracer une voie sûre à suivre. Vous ne voyez pas qu'il y a donc intérêt aujourd'hui d'explorer les dessus des cartes coloniales et de jeter un peu de lumière sur notre propre philosophie bantou? Vous savez, il faut différencier deux notions importantes. Oui. La notion d'instruit et la notion d'élite intellectuelle. Oui. Nous avons véritablement beaucoup de personnes qui ont été à l'école et qui ont été formées, qui ont leur parchemin. Il y en a ceux qui sont des gradués, des D6, des licenciés, des docteurs. Ça, ce sont des personnes qui ont reçu une certaine instruction. Mais la notion de l'élite, on peut avoir un paysan qui est véritablement dans la classe des élites. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire en fait qu'on a des instruits qui ont des diplômes, mais qui visiblement sont incapables de rechercher des solutions pour transformer leur société. Il y a des hommes et des femmes, il est docteur, mais il est docteur en agronomie par exemple, mais il n'est pas élite. Ce sont des intellectuels de répétition. Ce sont des intellectuels de récitation. Donc, en vous entendant un intellectuel n'est pas élite. Non, non. Tout intellectuel n'est pas élite. Attention. Je parle de l'instruit. Oui. Il y a différence entre instruit et intellectuel. Oui. C'est très important. Une élite intellectuelle sont de personnes exceptionnelles et qui ont reçu une instruction, qui ont reçu un enseignement, qui ont reçu des informations et qui ont une vocation de transformer leur société. Ça, c'est l'élite.
Il est exceptionnel, il est remarquable au travers de ses idées innovantes, transformationnelles. Mais vous avez par exemple des diplômés qui s'accommodent à satisfaire les besoins biologiques, manger, danser, chanter, etc. Et qui véritablement ne profite pas de son diplôme, ne profite pas de son instruction pour arriver à transformer. Il est répétiteur, il est récitateur. Bob Bassong les appelle des abrutis fondationnels, des illettrés qui s'ignorent. Malgré il a 5 doctorants, 6 doctorants. C'est comme ça que vous voyez, en Afrique subsaharienne, on a beaucoup de ceux qui ont la présomption du savoir, notamment les licenciés, les docteurs, etc. Mais en réalité, quand vous lui donnez une responsabilité, il est incapable de transformer l'entité ou l'institution qu'on lui donne. Et vous n'allez pas dire que c'est une élite. C'est un illettré, c'est un instruit. Il faut qu'on sache une fois pour toutes. Nous avons eu l'occasion d'avoir des hommes et des femmes qui sont allés à l'école. Mais l'école ne suffit pas. Il y a d'abord l'éducation familiale, il y a l'éducation, n'est-ce pas, de l'école, que nous considérons comme une instruction. Il y a aussi l'éducation de la société. Donc, la personne qui passe sa vie, avoir été dans sa famille, avoir été à l'école, avoir vécu dans sa société, doit être utile pour sa société. Être utile pour sa société suppose avoir la capacité intégrée de transformer sa société, de transformer la nature naturelle. Mais lorsqu'on se met en position de répéter ce qu'on a appris à l'école, de réciter ce qu'on a appris, avec un orgueil qui frise une certaine arrogance, une certaine défiance, on n'est pas élite, on est plutôt un instruit, on est plutôt un abruti fondationnel. Très bien, mais monsieur Norbert Yamba, vous l'avez certainement dit que une élite est par définition constituée des personnes les plus remarquables d'une... le meilleur de la société. D'une communauté. Oui. Et c'est grâce plutôt, je dirais, ces personnes plutôt jouissent de cette réputation grâce à leurs compétences et à l'éthique qui caractérise également leur comportement. Ils sont également le modèle d'une société. Mais pourquoi pour les cas de la République, pour la République démocratique du Congo, cela n'est pas le cas? Pourquoi l'élite congolaise ne répond pas à toutes ces qualités? D'abord, il faut savoir l'objectif de l'école. Le système éducatif, c'est un système qui forme des chômeurs de luxe. C'est un système qui est en divorce avec les besoins de notre société. C'est un système qui ne construit pas la cohérence de ce qu'on donne en termes d'enseignement et les problèmes qui se posent dans la société. Et donc, au finish, on a des hommes formés qui visiblement ne répondent pas, ne sont pas des réponses à leur société. Oui. Une étude, ça veut dire, c'est une réponse à un problème d'une société. Et lorsqu'une étude devient une formalité pour accéder au mieux-être, ça veut dire, on étudie, on a un diplôme, des licences, on veut avoir la maîtrise, parce qu'on ne trouve pas son compte, et devenant maîtrise, on ne trouve rien, on veut devenir docteur, et puis au finish, on meurt pauvre. Et on n'a rien apporté pour sa société, on est simplement orgueilleux, on a été à l'école, on a autant de doctorats, etc. Mais lorsque vous regardez la capacité d'influence pour faire sortir sa société de point A vers point B vers point C, rien absolument. C'est comme ça que vous voyez une grande institution, on donne à un docteur de pouvoir la diriger, etc. Il est incapable, simplement parce qu'il n'a pas été formé, il n'a pas le caractère nécessaire pour transformer. Mais c'est moi, je ne suis pas convaincu. Parce que le problème sur lequel portent mes réflexions aujourd'hui tourne autour de quelques postulats. Tout d'abord, je suppose que tout changement dans le monde moderne n'est pas essentiellement l'œuvre du hasard. Il procède également de l'esprit créateur de l'homme. Voilà pourquoi je dis l'homme conçoit d'abord, puis matérialise et objective ses idées. Oui. Mais en conséquence, ceux qui s'abstiennent du travail de la conception ou les négligent les cas de nos élites aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent être appelés élites normalement? Ils ne le sont pas, parce que ce sont des abrutis fondationnels. Et quand je parle d'abrutis fondationnels, je partage la pensée de Bob Bassong, qui vous dit qu'un baobab, s'il n'a pas de racines, il tombe. Nous sommes dans une situation où nous n'avons pas de racines.
nous n'avons pas une particularité. C'est que nous n'avons pas la maîtrise de notre environnement. Vous ne pouvez transformer la nature naturelle que lorsque vous avez des pieds sur terre. Or, ici, on nous amène des enseignements d'ailleurs. Nous n'avons aucune maîtrise de ce que représentent les enseignements de chez nous. Regardez. Vous allez, par exemple, dans un pays, dans une localité, vous trouvez qu'on organise cette localité, les gens vivent de l'agriculture, de la pêche, la chasse, n'est-ce pas, etc. Mais on organise les enseignements parce qu'il faut avoir des diplômés, et puis on organise la littéraire, la biochimie, la pédagogie, etc. Les jeunes gens qui sont formés dans ces milieux-là, ils ne sont pas intégrés à leur milieu, parce qu'ils ne connaissent pas la chasse, ils ne connaissent pas l'agriculture, etc. Alors maintenant, ils ont un diplôme d'État, tout compte fait, ben, il faut qu'ils quittent leur milieu pour venir migrer vers la ville. Oui. Et quand ils arrivent en ville, et nous l'avons parlé la fois dernière, que des relations sont organiques, il faut avoir des fonctions, il faut avoir des industries. Or, les industries, eh bien, n'existaient pas. Et donc, ces gens-là, non seulement ils n'ont pas une qualification, n'est-ce pas, pour faire un travail en ville, mais ils ne trouvent pas, ils ne sont pas en concordance, ils ne sont pas en cohérence avec leur environnement. Tout étant des causes, ils deviennent une armée de chômeurs de luxe. Et donc, nous, aujourd'hui, nous avons des diplômés, et comme la tendance générale, c'est de dire étudier pour réussir sa vie, or, ce n'est pas étudier pour changer notre société. Ça, c'est un problème en termes d'objectifs, de ce que représente le système médical. Là, on porte un intérêt soudain. Eh bien, voilà. Regardez, nous avons... Moi, j'ai vécu, quand j'ai quitté Kisangani, vers Walikale, Bukavu. J'arrive à Lubuntu, et je trouve un guérisseur traditionnel. Ce guérisseur traditionnel, avec son couteau, où il faisait des interventions chirurgicales. Il pouvait faire même 200, 300 personnes par jour. Et lorsqu'il intervient, les soirs, ça se cicatrise. Le matin, tu es debout et tu rentres chez toi. J'arrive à Kisangani, je fais une conférence à l'université, je demande aux pharmaciens et aux médecins d'aller voir la technologie utilisée. C'est pas par ce monsieur. Ils ont dit non, c'est la sorcellerie, etc. Voilà. Et ils ne pouvaient pas y aller parce qu'effectivement, c'est un sorcier. Alors, regardez. Lorsqu'à un moment donné, on a parlé des Agnélés, ils avaient une technologie où ils utilisaient le bâton, le petit bâton, oui. Comme téléphone. Kabeya est à Kinshasa, et puis bon, il prend le petit bâton, il téléphone. Kabeya, tu reçois. Comment il a eu ton numéro, on ne le sait pas. Et comment il t'a communiqué, ben voilà, donc c'est une force, une dimension, un génie, et qui véritablement est inspiré de notre environnement. Et quand on le fait, on dit non, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et alors maintenant, quand on fait un téléphone, à iPhone, etc., on téléphone aux États-Unis, c'est la science. Or, tous ces Occidentaux, ils ont utilisé, n'est-ce pas, les génies de leurs ancêtres, etc., de leur environnement, et ils ont eu cette technologie. Aujourd'hui, regardez en Chine. En Chine, ils disent, mais écoutez, il faut que les gens soient des élites. Mais pour être élite, il faut être en concordance, en cohérence, en communication avec le génie. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé par chasser les pasteurs, voilà. Ils font la distraction. Donc le génie pour eux, c'est un être suprême. Un génie, oui, il y a des gens qui inspirent. Oui. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des rangers qui sont des mentalistes. Donc des génies qui remplacent, en fait, vous remplacez l'homme. Non, l'homme doit être inspiré de ce génie. L'homme, comme tu vois là, il y a une intelligence. Vous savez que l'intelligence, le plus intelligent de tous les hommes, ne peut pas dépasser 7%. Oui. Mais nous avons dans d'autres galaxies, des hommes parfaits. Ils ont 89%. Quand vous prenez par exemple quelqu'un comme Archimède, quand vous prenez Einstein a 5% de ce qui représente l'intelligence, si on peut parler d'un être parfait. Mais quand vous êtes dans les autres galaxies, les hommes et les femmes qui nous inspirent de ce qui représente nos valeurs intrinsèques. Justement, M. Mayamba, vous parlez d'Einstein, ainsi de suite, mais vous, en tant que panafricaniste, j'aimerais que vous puissiez répondre à une question. Oui. Est-ce que notre passé philosophique précolonial ou colonial, bien évidemment, nous prédispose-t-il en nous affirmant des personnalités fortes, fières et dynamiques? Non, parce que nous avons été piégés. Premièrement, par la religion. Vous avez vu l'émission que nous avons suivie, etc. Des Congolais qui ont été à l'école, etc. En train de faire des historiettes. Donc pour vous, la religion avec les langues? La religion est venue, Dieu existe. Et nous, avant que le prêtre n'arrive, nous, on connaissait la religion.
Oui. Il y a Nzambi Mpungu, chez les Tétés, là, c'est Onyan Shongo, etc. Nzambi Mpungu, etc. Donc, et pourquoi vous ne voulez pas de la religion? Eh bien, non. La religion telle qu'amenée par l'Occident, c'était un instrument de domination, de pénétration. C'est comme on nous a fait quoi? Comme m'a dit Karl Marx, c'est l'opium du peuple. Bien entendu, parce qu'en fait, chaque société, oui. Dieu a donné à chaque peuple de pouvoir transformer leur environnement. Mais ces peuples-là doivent être inspirés par les génies de leur environnement. C'est très important. Oui. Et donc, quand on vous dit que vos génies sont des diables, sont des satanistes, et que si vous êtes en communication avec, vous allez en l'enfer, c'est très clair que vous ne pouvez pas être en communication avec eux. Donc, il faut imiter ces gens. Et ils viennent, bon, on commence, c'est notre religion, c'est notre sauveur, c'est notre prophète qui représente tout le monde, etc. Et il faut le suivre. Or, ce sont leurs ancêtres. Nous avons nos ancêtres aussi. Nous avons nos ancêtres. Dieu est juste. Tu vois? Et donc, nous avons suivi ces ancêtres-là et ils nous ont minimisé. Regardez, je me suis beaucoup. J'étais avec un ami français. Nous étions à Baïndombe. Oui. On a trouvé un prophète qui était en train de retirer tout ce qu'il voyait comme statuettes, etc. aux gens. Et mon ami me dit, mais Norbert, qu'est-ce qui ne va pas? D'ailleurs, Norbert, ce n'est pas un nom de mes ancêtres, c'est un nom importé. Et on nous a soumis vraiment dans cette logique de robotisation, quand cela ne tient. Mais il m'a posé la question en disant, mais est-ce que tu trouves normal? On vous a tout arraché pendant la colonisation. On a tout pris. Quand vous allez à Tervuren, vous allez trouver tout ce que vos ancêtres détenaient, qui était une puissance pour transformer votre environnement. Et on vous a enseigné d'autres choses. Et des petits garçons comme ça viennent au nom d'une religion, je ne sais pas quoi, etc. pour dire, arrachez tout, il faut brûler parce que c'est diabolique. Une aliénation mentale. Eh bien, une aliénation mentale, et ça va nous poursuivre pendant longtemps. C'est comme ça que vous voyez, nous avons autant de docteurs, mais il n'y a pas d'élite. Nous avons autant de licenciés, il n'y a pas d'élite. Simplement parce que nous ne sommes pas encore réconciliés avec nos ancêtres, nous ne sommes pas encore réconciliés avec le génie de nos ancêtres. Je vous ai donné l'exemple des rangers américains qui sont des mentalistes. Et quand ils se concentrent, il sait voir qu'au Congo, à ce moment, à la minute, il y a Edi Kabeya qui est en train d'animer l'émission, à tel endroit. Même s'il faut envoyer le missile balistique, ça va tomber sur Kabeya. Mais il n'a pas été faire une formule. Mais c'est justement, le Congo, notre pays, peut-il aujourd'hui sauvegarder une telle personnalité, quel qu'en soit, en adoptant en bloc les acquis de la science et de la technique? Vous savez, mais il faut revisiter. Moi, j'étais en train de citer la religion, je cite l'école. Oui. L'école que nous avons, c'est une... Mais tu as cité les rongeurs. Oui, l'école, c'est un instrument de désintégration, de désarticulation pour nous éloigner véritablement de nos génies. L'école, les médias aujourd'hui, où on vous montre tout pour dire que la référence, c'est l'Occident. Vous savez, aujourd'hui, on nous a pris en sandwich, n'est-ce pas, autour des écoles ésotériques. La franc-maçonnerie, le templier, la Rosé-Croix, le Maïkari, etc. Toutes ces écoles exotériques sont des écoles qui ont été formées par leurs ancêtres. Lorsque vous êtes, par exemple, au site Kivu, oui. Chez les Bariga, il y a Itimbir et il y a ce qu'on appelle Kitimbir, comment on dit, le Kitimbiri, où on initie les hommes à un certain âge, pour qu'ils puissent véritablement être en communion avec les ancêtres, pour qu'ils puissent devenir véritablement un homme. Il y a beaucoup d'écoles dans toutes nos communautés, dans toutes nos tribus, etc. Nous ne sommes pas là simplement parce qu'on va vous dire que c'est la sorcellerie, etc. Mais vous arrivez en Europe. Mais vous ne voyez pas que M. Mayamba, cela précipite le peuple dans une confusion religieuse. Eh bien, écoute, la Chine a fait quoi? Vous savez que la Chine, depuis le XIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, la Chine c'était la plus grande puissance du monde. Et avec l'avènement de la religion occidentale, etc. La donc Chine, pour vous, M. Mayamba, oui. La floraison de la religion est à la base de la faillite de l'élite. Ah oui, parce qu'on veut qu'on attend d'un Dieu qui va véritablement exaucer nos prières, etc. Et non comme raison. Eh bien, écoute, mais cette inspiration, il faut une connexion. D'abord, il faut découvrir comment on peut entrer en connexion véritablement avec ses ancêtres, avec les esprits.
C'est très important. Le grand problème, c'est que nous, il faut prier à longueur de journée. Il y a même des gens qui pleurent lorsqu'ils prient, etc., croyant qu'il y a un Dieu, encore que le Dieu qu'il prie ne connaît même pas sa langue, etc. Et donc, il est là, au fil de temps, à longueur de journée, en train de prier, de pleurer, etc., pour qu'on puisse lui donner la possibilité. Or, il y a même des hommes et des femmes qui ne vont pas à l'église, etc., qui vivent mieux que ceux qui vont véritablement à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que nous nous sommes trompés d'adresse. Au travers de la religion, au travers d'une école de désintégration, et ils ont la capacité. Je me rappelle bien, j'étais en Belgique et on faisait un TP à Namur et j'avais un collègue. En fait. Moi, je suis entré dans une bibliothèque, j'étais en train de pouvoir copier un peu, c'était sur les poissons. Et mon ami me prend, il dit non, allons vers la mer. Oui. Et on y est allé, lui, il a fabriqué sa boîte de tomates et il envoie. Il prend même la température de l'eau, il prend, et au laboratoire, il regarde quel type d'espèce de poisson qu'il y a dans l'eau. Mais moi, j'étais en train de prendre ça à la bibliothèque. Tout compte fait, lui fait un rapport où, sur base d'une expérience et d'une recherche-action faite, n'est-ce pas? Et bon, voilà, il a les résultats. Mais moi, j'ai mes résultats parce que j'ai fouillé la bibliothèque. Vous voyez? Donc, lui, il est en communion avec son environnement. Moi, je ne suis pas formé pour transformer mon environnement. Je ne suis pas formé pour connaître mon environnement. Simplement parce qu'on a été bloqué. C'est comme ça que vous voyez, lorsqu'il y a Ebola, oui, au lieu que nos pharmaciens, au lieu que nos médecins, parce qu'ils répètent à longueur de journée les connaissances qu'ils ont eues et qui ont été pondues par les étrangers. Et lorsqu'ils y répètent et qu'ils ne trouvent pas, s'il y a quelque chose d'exceptionnel qui n'est pas dans la droite ligne de ce qui existe, il est incapable d'inventer, il est incapable de savoir dans cette superbe végétation des feuilles qui peuvent véritablement... Mais il faut une assistance technique. Eh bien voilà, il faut une assistance technique. C'est très clair. Or, Dieu ne peut pas accepter Dieu, c'est-à-dire l'énergie débordante qui contrôle le monde et qui a fait que le monde soit ce qu'il est, ne peut pas faire un environnement si cet environnement n'a pas les possibilités d'avoir des réponses par rapport aux problèmes qui se posent dans cet environnement-là. Et donc, au lieu que nos pharmaciens regardent les feuilles, font des exercices de laboratoire pour savoir quelle est la feuille qui correspondrait à telle maladie, rien, ils préfèrent aller à la médecine tropicale en Belgique pour dire il y a un problème chez vous et chez nous, des Ebola, etc. Voilà! Donc c'est un pharmacien répétiteur, récitateur, un abruti fondationnel qui croit avoir le privilège justement d'être intellectuel. Mais l'assistance technique telle que nous venons de l'évoquer, c'est quand même l'expression d'une volonté politique. On peut ou ne pas recourir à l'assistance technique. Mais vous ne voyez pas que c'est la classe dirigeante qui doit chercher à solutionner ces problèmes. Tout à fait. C'est comme ça que, vu l'ampleur du problème, vu la gravité de ces problèmes, parce que nous avons été bloqués par la religion, par l'école, par les médias, par l'exotérique, on nous a amené des ONG, etc. Vous voyez ce qui se passe à la radio, à la télévision. Vous voyez comment même, il faut regarder dans les réseaux sociaux, dans les YouTube, etc. Même nos filles deviennent nues, etc. Simplement parce qu'il faut aider, imiter l'Occident, etc. Ça, c'est leur culture. Oui. Alors maintenant, au lieu maintenant de s'inspirer véritablement de notre culture pour faire des choses, rien du tout. Alors maintenant, si l'on voudrait vraiment s'en sortir, il faut qu'il y ait des dirigeants qui ne sont pas qui sont spécialistes de la non-spécialisation. C'est-à-dire des dirigeants qui ont la capacité de transformer, qui voyagent dans les temps, 50 ans, 100 ans, et qui savent, par exemple, qu'en 2100, on aura 400 millions d'habitants au Congo. On fait comment? Dès lors que nous avons, par exemple, 80 millions, nous ne savons pas donner l'électricité, nous ne savons pas donner l'eau. Alors maintenant, on fait comment aujourd'hui? Quel type d'électricité faut-il donner? Justement, on s'inspire des assets et on met en place de l'électricité qui correspond. Nous acheminons plutôt petit à petit vers la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez me répondre. Quelle qualité qu'on peut conférer à une élite? La qualité qu'on peut conférer à une élite, d'abord, intègre. L'intégrité. L'intégrité. Oui. Créativité. Imaginatif. Avec des innovations. Des gens qui sont capables de déplacer les montagnes. On trouve que la solution est difficile, mais lui, il a une autre alternative. Il a une autre, au service de sa communauté. Il s'oblige soi-même. Mais il travaille à longueur de journée. Pas pour une euphorie de jouissance. Mais c'est pour chercher des alternatives pour son peuple. Pour sa communauté. Et on a besoin véritablement de ces hommes-là. Qui se multiplient.
Et là, sincèrement, il faut qu'il y ait plus de techniques et de politiques. Aujourd'hui, il y a trop de politiques et de techniques. Or, on a besoin véritablement de techniques. Parce que la technologie, c'est ce qui fait véritablement l'augmentation des richesses à l'Occident. Mais c'est maintenant, pour en arriver là, vous ne voyez pas que la nouvelle élite congolaise doit quitter non, il n'y a pas d'élite. Les sentiers bâtis par la génération des déracinés. Oui. Même s'il n'y a pas d'élite, mais il y a quand même... Parce que quand vous parlez qu'il n'y a pas d'élite, mais il y a quand même des gens qui ont pu apporter une certaine émergence dans la société congolaise, sur le plan politique. Sur les plans économiques, oui, ils ont tenté également. Ils ont tenté, mais ils n'ont pas présenté une offre politique alternative. Vous voyez, nous avons par exemple dans l'histoire... Donc pour vous, tous nos présidents ont failli aller en Russie. Non, Lumumba, il est mort pourquoi? Kimbango est mort pourquoi? Des gens comme Modibo Keïta sont morts pourquoi? Kwame Nkrumah pourquoi? Sékou Touré pourquoi? Ils avaient des propositions. Léopold Sédar Senghor. Non, Senghor, c'est un occidental. C'est un occidental. Il a des solutions françaises. Mais il a dit un certain nombre de choses pour lesquelles nous lui restons très reconnaissants, etc. Mais quand vous prenez des gens comme Tchekanta Diop, oui. Hein, des gens comme Théophile Obenga, des gens comme Bamba Sang, des gens comme Aziz Fall au Sénégal, etc. Donc ce sont des hommes et des femmes. Des gens comme Yamba au Congo, ça c'est évident. Et donc, vous avez des hommes qui ont la puissance du savoir. Oui. Et qui ont la puissance de la connaissance. Et ces gens-là doivent dire ce que la société véritablement devra faire, donner un sens de direction, hein, pour que la société se redresse. Et c'est pas donné à tout le monde. Et il faut travailler à longueur de journée. Et il faut éviter de trop dormir, il faut éviter de trop danser, de trop chanter, il faut éviter véritablement la jouissance, il faut sacrifier véritablement son avenir. C'est comme ça que vous voyez des gens comme Étienne Tshisekedi prendre tout son temps, il ne sort même pas dehors. Oui. C'est justement pour être en concordant, en communion avec les esprits, pour avoir du génie de manière à chercher des alternatives qui lui permettent de visualiser la société et de booster la société. Et ça, c'est un des grands défis en Afrique. Donc pour vous, Étienne Tshisekedi est une élite? Non, mais Étienne Tshisekedi, c'est une élite, c'est un esprit. Imaginez-vous un homme qui vient, qui amène un message, qui persiste sur un message, et il y a une zone d'influence sur les autres, et les autres continuent. Le président Mobutu. Oui. Non, le président Mobutu est charnel. Étienne, il est spirituel. Mais lui, il a su quand même sauvegarder l'unité du pays. Bien entendu, ça, ce sont des recettes élémentaires. Nous parlons de la transformation. Mais l'élite, c'est pour l'émergence d'une société. Mais c'est dans l'émergence d'une société. Sur 10, vous avez un point, vous dites non, on a réussi. C'est ça un peu la construction de l'élite à la zaïroise. Parce qu'il faut faire la comptabilité. Vous avez par exemple, sur 10, vous avez un point, vous avez échoué. Mais cela ne dit pas que vous parlez de la comptabilité. Vous pouvez nous donner le nombre d'élites que nous avons au pays? Non, je ne peux pas vous le faire parce qu'il faut toute une enquête. Mais il existe des hommes et des femmes qui travaillent et qui ne sont même pas connus. Qui ne sont pas connus, mais il faut les retrouver. Mais c'est une contradiction de votre part quand vous parlez qu'il y a élite et qu'il n'y a pas des élites. Oui, mais c'est la loi de la majorité statistique. Ils sont mineurs, ils sont maigrichons. C'est qui véritablement aujourd'hui sont engagés à transformer le pays. Encore qu'il faut avoir une zone de salut. Parce qu'on ne peut pas devenir une élite si vous n'avez pas une influence sur les autres. C'est ça. Il faut construire un leadership qui permette de transformer la société pour qu'on devienne exceptionnel. Vous ne pouvez pas être élite en vous cachant dans votre propre chambrette. Il faut donc sortir véritablement de cette ligature pour amener votre offre à y ait une zone d'influence et que les autres se mobilisent autour de ce que vous dites pour changer la société. Donc il faut un bien-être universel. Bien entendu, attention, il n'y a pas de bien-être universel. Oui. Il y a la théorie de la complexité qui est défendue par Edgar Morin, qui vous dit que chaque société est relative. Chacun, mais au moins nous pouvons construire un village planétaire où chacun peut affirmer véritablement je l'ai dit dans le sens de privilégier l'intérêt des autres. Bien entendu. Pas l'intérêt d'autres. Mais quelqu'un qui se dit élite, oui. Il est, ne sais pas, PDG dans une entreprise, il s'enrichit insolemment, il est avec ses enfants, etc. Il n'est pas au service de la communauté. Vous allez l'appeler élite. Et l'élite, c'est pas seulement politique, hein.
C'est pas seulement intellectuel, c'est aussi économique. Il y a des entrepreneurs, des opérateurs économiques qui aussi peuvent devenir des élites économiques, etc. Un diplômé d'université. Mais écoute, les diplômés d'université à la Zaïroise, c'était un broutilles fondationnel. Les professeurs d'université. Arrêtez, ce sont des conneries, quoi. C'est un écosystème de pourriture intrinsèque. Professeur, c'est la fonction. C'est pas la fonction qui donne à la personne d'être élite. Il est professeur, il enseigne. Un pasteur. Il enseigne, il recourt à tout ce qui est placé dans les livres, etc. Il vient et il est orgueilleux, il s'enorgueillit autrement. Mais c'est pas ça ce qui fait de lui l'élite. Le pasteur, oui, ils sont en train de prêcher, mais ils sont véritablement dans une situation où vous ne pouvez pas former des élites. Vous, attendez. Nous sommes en train de travailler au niveau de la nouvelle vision panafricaine. Oui. Et nous avons mis un institut de formation panafricaine pour permettre à ce qu'il y ait donc l'occasion, que ce soit les politiques, que ce soit les économiques, les sociaux, qu'on vienne. Et nous sommes en contact avec les afro-descendants qui sont aux États-Unis, qui sont dans la Caraïbe, qui sont suffisamment avancés dans ces domaines et qui sont disposés aussi en Afrique subsaharienne, qu'ils viennent pour former les gens. Mais écoutez, si Yamba Yamba parle de cette manière-là, il y a beaucoup de gens qui vont hésiter. C'est comme ça la petite fête à la Zaïroise. Parce qu'en réalité, les gens s'évaluent en fonction de leur argent, en fonction de leur pouvoir. Mais ils ne savent pas qu'il existe des esprits qui fonctionnent à la 5e dimension, qui sont capables de transformer véritablement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Synopsis. Votre mot pour clôturer. Mais je suis très heureux, cher Eddy Kabeya, de m'avoir invité. Je formule le vœu pour que des émissions de ces genres puissent véritablement se multiplier. Et de cette manière-là que nous allons prendre conscience de ce qui représente les fossés profonds où nous avons été amenés au cimetière. Certains d'entre nous ne sont pas encore morts, on vous réveille, mais réveillez-vous parce que c'est gravissime. En 2035, on sera 165 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 80 millions. Ça sera le double. En 2050, on sera 220 millions. Et en 2100, on sera 400 millions. On va faire comment s'il n'y a pas de nouvelles solutions? Si on va continuer à imiter, à copier l'Europe, l'Occident, etc., dans les différents secteurs de la vie nationale. Il faut qu'il y ait des génies qui véritablement se battent à longueur de journée pour créer des offres, des nouvelles offres, pour permettre véritablement ce que notre... Encore qu'il faut qu'il y ait des dirigeants qui croient à ces génies et qui croient à la vocation panafricaine, et le moment viendra où nos pays seront dirigés par les panafricanistes. Et c'est là qu'on va véritablement poser un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Eh bien, je crois que votre appel sera attendu par les autorités qui veulent qu'il y ait un changement en République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Synopsis. Merci d'avoir suivi. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Merci.